Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour les victimes de l'attentat survenu hier en Australie, parmi lesquels figure un de nos compatriotes. Leur mort nous rappelle que l'antisémitisme est une menace qui ne cesse de grandir et qui frappe partout dans le monde. Partout où elle frappe, elle doit être condamnée avec la plus grande fermeté et combattue sans relâche. Je crois qu'il est bon de le dire et de le redire en permanence. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à un nouveau membre de cette Assemblée, même si c'est après une triste nouvelle, l'arrivée de M. Franck Simon, qui succède à Marie-Françoise Cluziel, qui, comme vous le savez, est décédée brutalement. Je souhaite également vous signaler que nous aurons le plaisir d'accueillir en début d'après-midi les jeunes Normands qui se sont distingués lors des finales nationales des WorldSkills organisées en octobre à Marseille. 69 candidats nous représentaient, avec une préparation exigeante qui a été menée par l'agence de l'orientation. 34 d'entre eux sont revenus médaillés. Et parmi ces 34, 7 sont médaillés d'or et rejoindront donc l'équipe de France pour les finales internationales qui se tiendront en Chine, à Shanghai, ou ensuite pour les finales européennes en Allemagne à Düsseldorf. Ces jeunes incarnent avec force ce que la jeunesse normande porte de meilleur: l'exigence, la créativité, la fierté d'un savoir-faire d'excellence, le travail. Nous leur dirons tout à l'heure à quel point nous sommes fiers d'eux. À bien des égards, le contexte dans lequel notre région vote son budget pour 2026 ressemble à celui de l'an dernier, c'est-à-dire dans le brouillard le plus complet. Notre pays demeure en effet enlisé dans une crise dont la seule issue, je le dis depuis 2 mois, est la démission programmée du président de la République, qui engendrerait l'organisation d'une élection présidentielle et qui permettrait de remettre les institutions debout. Les derniers épisodes, pour le moins consternants, autour du budget de l'État et de la sécurité sociale n'ont fait que renforcer cette conviction. Ils marquent, en tout cas à mes yeux, une véritable faillite de l'exigence démocratique que nous devrions tous avoir. Ce dont nous sommes en revanche sûrs, pour ce qui concerne les collectivités, c'est que la ponction initiée l'été dernier ou l'an dernier va se poursuivre, quel que soit le scénario politique et budgétaire. Ce que nous ignorons encore, c'est le niveau exact du nouvel effort, mais ce que nous voyons se dessiner, c'est le scénario du pire, qui est heureusement celui sur lequel nous avons travaillé avec Virginie Luttrot et que nous soumettrons aujourd'hui à votre vote. Lors des orientations budgétaires, nous avions indiqué avoir fait le choix de reconduire sur les 4 prochaines années les mêmes mécanismes de ponction de nos recettes qui ont été votés lors de la loi de finances de 2025. C'est sur cette base que nous avions calculé pour notre région une perte de recettes de 28 millions d'euros. Le PLF 2026, présenté par ce gouvernement, est finalement beaucoup plus sévère pour les régions, puisqu'il nous oblige à intégrer un impact supplémentaire de 21 millions d'euros par rapport à ce que nous avions imaginé aux orientations budgétaires. Cet impact se décompose en une ponction plus forte sur nos recettes et le fameux DILICO, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est-à-dire la dotation qui est prélevée sur les collectivités qui sont bien gérées pour financer les collectivités qui sont mal gérées. C'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça. Et dans une période difficile, il est légitime de participer à l'effort. Ça, personne ne le conteste. Ce que je redis, même si vous m'avez entendu souvent le dire, c'est qu'il n'est pas acceptable que les collectivités locales aient apporté, notamment les régions et les grandes intercommunalités, parce que le Sénat s'est organisé pour que les maires, comme par hasard, les petites communes soient peu touchées, parce qu'il y a eu des sénatoriales en 2026, mais ce serait un lien que je ne voudrais pas faire. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que nous ayons un effort de 2,5 fois supérieur à ce que nous représentons en termes de dépenses publiques, d'autant plus quand l'État, lui, consent ou presque peu d'efforts ou matraque fiscalement. Je rappelle que les prélèvements obligatoires supplémentaires sur les entreprises, selon le budget tel qu'il est construit par le gouvernement, c'est tout de même 50 milliards. 50 milliards. J'ai par ailleurs beaucoup de mal à comprendre comment, d'un côté,
On a un Premier ministre qui peut promettre aux collectivités locales un nouvel acte de décentralisation et d'autre part créer les conditions d'un affaiblissement général de ces mêmes collectivités et de leur faillite financière. Il y a une contradiction que je n'ai toujours pas bien comprise, mais si on veut faire de la décentralisation, il faut en même temps bâtir un système d'autonomie financière avec le maire de Caen arrive et casse immédiatement quelque chose. Ah non, non, c'est Monsieur Nouvelot, d'accord. Donc, je disais, il y a tout de même la nécessité d'avoir dans une loi organique la construction de mécanismes financiers et de recettes qui soient définitivement stabilisés et qui ne soient pas chaque année revus à l'aune des arbitrages budgétaires. Je vous rappelle qu'il est question notamment que notre TVA soit remplacée par de la DGF. Alors le Sénat a essayé de corriger ce point, mais nous verrons comment les choses sortiront de la commission mixte paritaire de la semaine prochaine. Je rappelle enfin que nous sommes aujourd'hui, en fait, dans ce monde politique instable et dans ce déséquilibre majeur de la société, nous sommes, nous, collectivités, le seul point de stabilité, le seul pôle de stabilité. En fait, le seul endroit où, grosso modo, les choses sont tenues, c'est dans ce qui concerne les collectivités locales. Et on est en train de déséquilibrer probablement le dernier pôle de stabilité que nous avons. Donc tous les investissements que nous avons engagés et qui sont considérables seront menés à terme. Je vous rappelle que sur ce même mandat, c'est quand même 5 milliards 200 millions d'euros d'investissement, qui fait d'ailleurs de la région Normandie de très loin celle qui investit le plus par habitant. Par ailleurs, il nous appartient de répondre présent sur l'ensemble de nos compétences prévues par la loi. Notre région continuera donc à tenir ses engagements dans les domaines qui relèvent de son champ d'action, mais elle continuera à le faire là où nous sommes intervenus massivement depuis 2016 parce que nous estimons que ce sont les priorités de la Normandie. Je pense bien sûr à la santé et à l'enseignement supérieur et à la recherche. Je rappelle que sur la santé, nous aurons mobilisé tout de même 920 millions d'euros sur ce mandat, dont 200 millions d'euros pour les hôpitaux, et que nous sommes la seule région à le faire. En 2029, nous continuerons, je l'espère, à pouvoir le faire, parce que même si nous aurons consacré, Julie, autant d'argent sur les structures hospitalières, on voit bien que tout ne sera pas fait. Je vous rappelle que, par exemple, grâce à cet investissement, nous avons annoncé il y a 8 jours la reconstruction avec le DG de l'ARS de l'hôpital d'Alençon et que vendredi, je posais la première pierre de l'hôpital de Pont-de-Mer. S'agissant de l'enseignement supérieur, 400 millions d'euros seront mobilisés au cours de ce mandat et nous sommes fiers d'avoir fait de la Normandie la région française réalisant le plus gros effort de toutes les régions françaises, puisque nous consacrons entre 25 et 30 euros par habitant sur une compétence qui n'est pas a priori la nôtre, quand les autres régions consacrent en moyenne 15 euros par habitant. 100 millions d'euros seront ainsi consacrés à l'ESR dans le budget 2026, dont par exemple 6 millions d'euros pour la construction du nouveau bâtiment d'odontologie à l'université de Rouen, puisque celui de Caen est déjà financé, une dizaine de millions d'euros pour l'implantation de l'ECAM à Cherbourg, l'extension de Bilders à Caen. L'année prochaine seront par ailleurs livrés les locaux de l'école vétérinaire Unilassal à Rouen, ceux de l'ICEN INCREA sur la presqu'île de Caen. Nous sommes maîtres d'ouvrage de ce dernier bâtiment dont nous conserverons, je le rappelle, la propriété. Dans le même temps, les opérations inscrites au contrat de plan débutent. Le jury concours de l'ensemble IUT-ENSAM au Havre est en cours de constitution et les opérations sur les universités de Caen et de Rouen sont à l'étude. Et je rappelle pour ceux qui de mauvaise foi expliquent que nous ne soutenons que le privé, que 80% de notre effort en faveur de l'enseignement supérieur va vers des établissements publics, des universités qui sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Au moment où nous apprêtons à fêter le 10e anniversaire de la Normandie réunifiée, je voudrais en profiter pour redire ma satisfaction de voir le bond en avant qu'a réalisé notre région
Les 5,5 milliards d'euros investis avec des résultats extrêmement palpables pour les Normands, ce rayonnement retrouvé grâce à la puissance de l'imaginaire de la Normandie permettent aujourd'hui à notre région d'être identifiée comme une des régions attractives dont l'avenir économique, grâce notamment à la question énergétique, est prometteur. Et d'ailleurs, le sondage paru dans la Tribune il y a une quinzaine de jours, avec 93% des Normands attachés à leur région et fiers de leur région, est probablement une magnifique expression. La réunification a permis de bâtir une communauté de destin, de faire en sorte que les Normands, portés par un même drapeau, un même attachement, une même fierté, puissent devenir chacun dans leur domaine des ambassadeurs extraordinaires de la Normandie. Et quand je vois qu'aujourd'hui 3/4 des Normands sont satisfaits de la réunification, je me dis que le pari est en passe d'être gagné. L'autre grand sujet de cette séance, c'est le ferroviaire. Jean-Baptiste Gastine le décrira très précisément. Je rappelle que depuis 10 ans, nous avons mobilisé des sommes gigantesques pour le ferroviaire, plus de 3 milliards d'euros. J'en profite pour le dire, même si parfois certains finissent par l'oublier, la Normandie sait ce qu'elle doit à la SNCF dans ce combat d'amélioration de la qualité du réseau. Et je remercie notamment son directeur régional, Grégoire Forgeau d'Arc, avec qui nous travaillons très bien. La meilleure récompense, c'est le taux de satisfaction des usagers qui atteint aujourd'hui 92%, avec une augmentation, je le rappelle, du nombre de voyageurs de 21%. Nos trains sont de plus en plus pleins. Nous allons donc désigner aujourd'hui l'attributaire du contrat de l'Étoile de Caen, le premier périmètre que nous avons ouvert à la concurrence, qui, je le rappelle, s'impose à toutes les régions de France et qui a été, je le rappelle, voté et décidé par des majorités de droite et de gauche dans les différents actes nous amenant à cette obligation. Les deux offres étaient solides, elles étaient nettement meilleures que la situation actuelle, avec néanmoins une offre de la RATP supérieure à l'offre de la SNCF. Il était donc logique que la commission d'appel d'offres attribue à RATP Dev ce contrat. L'offre de train sur l'Étoile de Caen, qui s'ajoutera au train des lignes vers Paris, augmentera de 50%. J'ai fait sortir l'ensemble des dessertes pour qu'on puisse en mesurer les conséquences très précisément avec des bons considérables sur un certain nombre de dessertes. Je vais les citer toutes parce que c'est tout de même assez intéressant. Le Caen-Évreux donc va passer de 8 ou 9 allers ou retours à 15 ou 16, c'est-à-dire 7 allers-retours supplémentaires sur le Caen-Évreux. Le Caen-Cherbourg va passer, lui, avec une augmentation de 32%, c'est-à-dire qu'on passe de 14 allers-retours à 17 allers et 20 retours. Le Caen-Rouen, c'est un aller-retour de plus. Le Caen-Lisieux, on passe de 27 allers et 28 retours à 41 allers-retours. Le Caen-Bayeux passe de 27 allers-retours à 30 allers et 33 retours. Le Caen-Granville passe de 6 allers-retours à 9 allers-retours. Le Caen-Rennes passe de 2 allers-retours à 4 allers-retours. Et enfin, le Lisieux-Trouville-Deauville passe de 10 à 13 allers-retours. Les deux seuls qui ne bougent pas, c'est le Caen-Coutances à 12 allers-retours et le Caen-Salaud à 13 allers-retours. Il y aura donc, pour beaucoup de nos compatriotes, les moyens de prendre le train pour se rendre au travail sans avoir des problématiques d'ajustement d'horaire en fonction d'éléments notamment familiaux. Par ailleurs, je le dis, le choix d'une grande entreprise nationale, c'est aussi la clé, je pense notamment aux cheminots, de conditions de travail qui sont maintenues et de rémunération garantie, notamment en fonction de la loi qui prévoit ce qu'on appelle le sac à dos social, c'est-à-dire le maintien de l'ensemble des garanties qui sont accordées aux cheminots qui décideront de faire cette entreprise. J'ajoute par ailleurs que le système juridique
de la SNCF et de la RATP pour cet appel d'offres était exactement le même, c'est-à-dire la création d'une société sui generis pour l'Étoile de Caen et l'affectation d'un certain nombre de collaborateurs dans ces deux sociétés étant détenues à 100% par la RATP d'un côté et par la SNCF de l'autre, dont je rappelle que ces deux entreprises sont détenues à 100% par l'État. Nous sommes donc très loin d'une privatisation comme certains veulent bien le dire. La RATP, par ailleurs, est une grande entreprise publique qui a des références, on le sait, nombreuses en France et dans le monde. Elle fait par ailleurs déjà circuler des trains, en particulier en Île-de-France, où elle travaille étroitement avec la SNCF. Vous le savez, depuis le vote en 2002 de notre stratégie d'ouverture progressive de notre système ferroviaire, nous avons tout mis en œuvre pour que cette transformation profonde soit réussie et surtout bénéfique aux Normands. Cette exigence restera la nôtre à chaque instant jusqu'à la fin de ce processus en 2034, et je le rappelle, avec des prix inchangés, puisque c'est la région qui fixe les prix et les prix des billets, quel que soit l'opérateur, et donc il n'y a aucune raison de pouvoir évoquer l'idée qu'il puisse y avoir une différence de prix demain parce qu'il n'y aurait pas le même opérateur, tout ça n'existe pas. Enfin, je voudrais finir le dossier sur le ferroviaire avec la LNPN. La dame d'Île-de-France a accepté de reprendre les discussions avec la région Normandie, et avec Jean-Baptiste Gastine, nous avons pu bâtir grosso modo un accord qui a été celui de garantir l'ouverture, garantir la desserte des gares d'Île-de-France et notamment du Montois, en contrepartie de l'engagement de l'Île-de-France à revenir à la table des discussions et de financement des études sur la LNPN. J'ai rencontré le ministre des Transports la semaine dernière, qui a évoqué un calendrier qui devrait nous amener à une déclaration d'utilité publique en 2029. Il revient maintenant à l'État de faire émerger le plus rapidement possible un tracé qui fasse consensus et de commencer le dialogue sur le financement de cet investissement dont notre région a besoin. Voilà, mes chers collègues, les quelques éléments sur lesquels je souhaitais insister en ce début de séance. Je vous remercie.